Bonjour, bienvenue à la formation sourcing du CFPA. Voici le film numéro 1. Nous allons voir aujourd'hui une introduction, ce que disent les textes, donc le code de la commande publique, et le préalable à la démarche de sourcing et la connaissance de son besoin. Je vous laisse prendre connaissance des informations qui concernent la présentation du CFPA, le CV de votre formateur et les points de contact du CFPA. Alors, l'introduction, en fait, l'étape préalable en amont est bien de bien définir son besoin. Donc la définition du besoin, c'est une étape fondamentale et c'est d'ailleurs dans les premiers articles du Code de la commande publique. Donc l'achat doit être réalisé dans les meilleures conditions techniques et économiques, donc il faut prendre l'intégralité de ce besoin, se poser des questions pour faire coïncider effectivement ce besoin avec notamment le marché fournisseur, avec votre budget, et bien cerner l'ensemble, tout ça pour garantir une performance économique et juridique. Donc les objectifs de l'acheteur sont au nombre de 3. Garantir l'efficacité de la commande publique. L'efficacité, ça commence surtout par une bonne définition donc, du besoin, la mise en concurrence optimale pour choisir la meilleure offre économiquement la plus avantageuse, la bonne gestion des deniers publics est à prendre en compte, puisqu'évidemment nous sommes dans des entités publiques, et garantir la sécurité juridique. Donc c'est vrai que passer un contrat, c'est parfois pas très simple. Il y a le fait de le passer, de le signer, et il y a aussi le fait qu'il puisse s'exécuter correctement jusqu'à la fin de la prestation, jusqu'à la fin du marché. Je vous donne un exemple, la SNCF a lancé un train, je crois un TER, donc c'est passé aux infos il y a quelques années. Ce TER était vraiment très beau, mais il ne rentrait pas dans les gares. Donc ça a mis à mal ces grands principes. Ça veut dire que lors de la définition du besoin, ce qui a été un petit peu oublié, c'est de remettre le besoin dans son contexte, de bien vérifier son environnement, de voir qu'est-ce qui l'entoure et de voir si tout est compatible par rapport à ça. Donc bonne gestion des deniers publics, il a fallu intervenir sur tous les quais de gare pour les raboter pour que ce train puisse passer. Donc effectivement, ça a eu un impact financier important. Ce type de souci arrive effectivement un petit peu trop souvent, et ça peut arriver. Donc l'idée est de limiter tous ces dégâts en travaillant sur cette phase amont afin de bien définir ce besoin et l'environnement qui va avec. Alors effectivement, c'est pas très simple. Pourquoi ? Parce que parfois le besoin est extrêmement technique. Donc quand l'acheteur a du mal à maîtriser la technicité du besoin, c'est moins évident pour se poser des questions, et ça, effectivement, je le comprends tout à fait. Et par ailleurs, il y a des besoins qui sont particulièrement évolutifs. Donc le besoin à un instant T n'est pas forcément celui de 2021 ni de 2022. Donc ça, il va falloir que l'acheteur puisse intégrer ces évolutions, ces difficultés, et malgré tout rédiger un cahier des charges qui soit suffisamment bien travaillé pour permettre à l'ensemble des fournisseurs de répondre correctement à la consultation. Donc, je vous donne un autre exemple. J'ai dû acheter des conditionnements patrimoniaux, c'est-à-dire des boîtes qui permettent de mettre dedans, à l'intérieur, notamment des livres d'art ou des costumes, par exemple, qui sont gardés dans les musées, comme le musée Galliera, qui sont sans conservateur, sans solvant, sans produits chimiques, pour ne pas abîmer effectivement ce qu'il y a à l'intérieur. La technicité était effectivement très forte, je n'ai pas posé les bonnes questions et je me suis retrouvée à définir la solution technique d'un seul fournisseur. Donc effectivement, les difficultés nous arrivent à tous, et pour autant, il y a moyen de contrer tout ça. Donc c'est ce que l'on va voir. Alors, qu'est-ce que dit la réforme de la com publique ? Eh bien déjà, le terme acheteur apparaît pour la première fois en mars 2016. Ça veut dire que en fait, son rôle est consacré au sein de l'administration et l'intégralité de ses missions sont aujourd'hui prises en compte. Donc l'acheteur, il a une mission particulière, et notamment, sa mission principale est vraiment sur la phase amont. Donc cette définition du besoin, ce sourcing, et on vous demande notamment dans les textes d'avoir une étude sur tout ce qui est coût complet, coût tout au long du cycle de vie du produit. Et ça, c'est à travers cette étude amont que vous pouvez le mieux répondre à ces éléments. Donc le terme sourcing, dans le public, il s'est cherché en fait un terme approprié. On a parlé de sourçage que vous retrouvez dans de nombreux textes, mais dans le code de la commande publique, le terme approprié est étude et échange préalable avec les opérateurs économiques. Donc pour
effectivement, l'acheteur, doit acquérir les connaissances suffisantes du marché fournisseur, voir quels sont les fournisseurs susceptibles de répondre, quelles sont les solutions sur le marché, quelles sont les innovations avant de lancer effectivement sa consultation. Alors, comment faire ces études et échanges préalables avec les opérateurs économiques, ça on va le voir. Donc vous pouvez effectuer des consultations, réaliser des études de marché, solliciter des avis, informer les opérateurs. Bon, une fois que c'est dit, malheureusement, vous n'avez pas le mode opératoire pour le faire, donc c'est ce que l'on va voir. Il existe quand même énormément d'outils à la disposition de l'acheteur, sauf qu'effectivement, on ne vous donne pas beaucoup encore une fois, d'éléments pour vous aider dans votre quotidien. Là où vous devez être vigilant, par contre on ne vous dit pas comment faire, mais on vous dit vous devez être vigilant. Il ne faut pas fausser la concurrence et il ne faut pas violer les grands principes de la commande publique qui sont la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les candidats et la transparence des procédures. Donc vous ne savez pas comment faire, mais par contre vous savez que vous ne devez pas déraper, il y a une ligne blanche à ne pas franchir, qui n'est pas toujours très nette, et donc il faut faire attention quand même aux informations qui sont communiquées aux candidats. Donc, il faut prendre les mesures appropriées pour que cette concurrence ne soit pas faussée. Alors, ce qui peut se passer, c'est que si par exemple, vous avez un sourcing et vous rencontrez des fournisseurs, et peut-être qu'avec un fournisseur qui propose une solution fantastique, vous en dites peut-être un peu trop, vous allez trop loin dans les informations qui lui sont communiquées, eh bien, il va falloir remédier à cette distorsion de concurrence. Et vous avez 3 options. Soit vous refaites un tour avec les autres fournisseurs et vous communiquez sur les informations que vous avez données, soit les informations qui ont été communiquées, vous faites en sorte que l'intégralité de ces informations soit bien dans le cahier des charges que vous allez lancer, et auquel cas il y a une transparence de la procédure. Ou alors, dernière option, qui n'est pas forcément la meilleure, c'est que vous pouvez exclure ce fournisseur du marché que vous allez lancer, il ne pourra pas déposer d'offres. Donc évidemment, si vous arrivez dans des situations pareilles, il y a peu de chances en fait qu'il vous réponde à nouveau et ce sera un petit peu dommage. Donc on essaye de faire en sorte de garantir en fait cette transparence, cette égalité de traitement. On prépare nos entretiens de sourcing, notamment à travers des grilles que je vous présenterai pour effectivement éviter ce type de problème. Dans le rapport de présentation, dans le rapport d'analyse des offres, il peut y avoir effectivement un article que vous devez intégrer si jamais vous faites du sourcing. Donc pour l'avoir fait plusieurs fois, il y a plusieurs possibilités, puisque de la même manière, on ne vous explique pas en fait comment vraiment remplir cette partie. Là, ce que je vous donne, c'est des conseils d'informateurs de la ville de Paris en fait, qui gèrent ce type de choses. Donc, ce que l'on fait chez nous, par exemple, c'est que quand on fait des études et échanges préalables avec les opérateurs économiques, on liste le nom des fournisseurs qui ont été reçus sur la consultation donnée. Et éventuellement, on annexe en fait toutes les grilles de sourcing, les comptes rendus d'entretien que nous avons eus, on peut les annexer au rapport de présentation. Donc ça nous permet une traçabilité de nos échanges et une transparence totale. Donc ça peut être intéressant à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez seulement, si vous le souhaitez, mettre un petit article comme quoi vous avez reçu 5 fournisseurs, vous pouvez les nommer et indiquer les points principaux qui ont été abordés lors de ces entretiens. Alors, nous allons passer au point 3, qui est connaître son besoin, donc comme je vous le disais, qui est vraiment une étape préalable. Je vous ai mis en annexe en fait de la présentation un document qui est une segmentation des achats du ministère des Armées, qui permet, alors elle n'est pas jolie, mais elle permet en fait de bien comprendre l'enjeu. C'est-à-dire, vous avez des familles d'achats, qui sont décomposés en familles, sous-familles et segments d'achat. Pour chacun des segments, des sous-familles et des familles, il y a des montants qui sont associés. L'intérêt, c'est de voir effectivement pour votre établissement quelles sont les dépenses par segment d'achat pour voir où sont les enjeux, quels sont les segments d'achat les plus importants et de pouvoir effectivement développer une stratégie d'achat en fonction de cette segmentation. Par ailleurs, vous pouvez aussi voir si ça correspond au marché fournisseur et voir quelles sont les stratégies que vous mettez en œuvre en termes d'allotissement. Est-ce que vous allez regrouper certains segments d'achat
ou est-ce que vous avez lancé des consultations plutôt segment par segment puisque ça paraît plus cohérent. Et donc c'est à vous d'étudier cette cartographie des achats, cette segmentation des achats pour voir de quelle manière vous allez les travailler segment par segment. Je vous donnerai des exemples évidemment à la fin du cours. Là, je vous ai donné un petit exemple justement de famille d'achat et de segment d'achat qui ne reflète absolument pas la réalité puisque je ne connais pas l'informatique. L'idée effectivement est de voir si on va lancer une consultation au niveau d'un serveur, d'un photocopieur. Est-ce qu'on lance la consultation au niveau de la famille d'achat matériel d'informatique et comment on lance cette consultation en sachant que là le besoin il est particulièrement évolutif et qu'il faudra voir comment on va traiter ce besoin évolutif. Le souci, c'est que si vous lancez effectivement un marché global et que ça ne correspond pas au marché fournisseur, le risque, bon là on est en fourniture, mais si par exemple on était en travaux et services, il pourrait y avoir un recours massif à la sous-traitance. La sous-traitance, ça peut être pas mal. Trop de sous-traitance, ça peut engendrer des difficultés dans l'exécution du marché. Donc il va falloir voir, c'est votre stratégie d'achat, à quoi elle correspond au niveau des marchés fournisseurs et est-ce que vous vous mettez en risque ou pas. L'acheteur, son job aussi, c'est d'évaluer le risque par rapport aux préconisations qu'il va faire et de voir quelle est la solution la plus optimale. Ensuite, si vous prenez donc le document que je vous ai mis en annexe avec ces familles d'achat et toutes les dépenses associées par sous-famille et par segment, vous pouvez très bien faire un petit Pareto qui vous permet de voir sur l'ensemble des segments d'achat quels sont les 20% de segments d'achat qui représentent 80% de la dépense. Donc le petit Pareto, c'est très facile à faire et ça marche à tous les coups. Donc une fois que vous avez déterminé cette famille A, ces 20% de segments qui représentent 80% de la dépense, vous pouvez mettre en œuvre une stratégie particulière de rencontre fournisseur, de négociation, un allotissement. Vous allez réfléchir effectivement, là il y a des gains importants à faire et il y a surtout un résultat normalement qui est rapide et significatif. En général, ensuite, on travaille sur la famille C. La famille C, ça veut dire qu'il y a plein de petits segments d'achat, 80% de petits segments qui représentent uniquement 20% des dépenses. Ça veut dire que quand on connaît le coût d'une commande, le coût de passation d'une commande, le coût de traitement d'une facture, c'est extrêmement important. Donc l'idée sur cette famille C, c'est de globaliser, de mutualiser des segments d'achat pour avoir un effet volume et pour que cette famille diminue afin d'augmenter le volume d'achat sur certains segments. D'accord ? Donc après, je vous invite à voir effectivement quel est le coût dans votre entité, le coût de passation d'une commande et le coût de traitement d'une facture. Alors grosso modo, alors de mémoire, je n'ai plus trop les chiffres là comme ça en tête, mais le coût de l'intégralité de la commande jusqu'à la facturation, je crois que c'est grosso modo 900 €. Mais comme aujourd'hui on est en tout des maths, je crois qu'on doit tomber à 600 €. Donc si vous faites un coût de traitement à 600 € et que vous passez des commandes inférieures à ce montant-là, la perte est importante. Donc ça vaut le coup de se poser des questions. Par ailleurs, le Pareto, vous pouvez le faire également d'une autre manière, c'est-à-dire que vous pouvez voir quels sont les 20% de fournisseurs qui représentent 80% de votre dépense et voir si avec eux vous pouvez travailler davantage en mode partenarial. Ça veut dire que ce sont des fournisseurs stratégiques pour votre établissement et peut-être qu'il faut travailler main dans la main avec ces fournisseurs. Donc à creuser. Par ailleurs, vous devez connaître aussi vos contraintes internes. Dans les contraintes internes, c'est ce qui s'impose à vous via la politique d'achat de votre établissement. Cette politique d'achat, elle se décline dans vos objectifs de service et parfois même dans vos objectifs personnels. Alors, je ne connais pas vos objectifs, mais dans tous les établissements, effectivement, il y a des choses qui se regroupent. Généralement, on vous demande de faire des gains achats, d'avoir une action sur tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire insertion sociale, développement durable, et en général tout ce qui est faciliter l'accès des TPE, PME. Voilà, donc moi par exemple à la ville de Paris, Anne Hidalgo ne souhaite plus voir le diesel est maintenant interdit, donc je n'ai pas de livraison au diesel au cœur de Paris, et par ailleurs je valorise les candidats qui trouvent les solutions les plus propres pour pouvoir livrer l'intégralité de nos établissements.
Donc ça, c'est à prendre en compte. C'est aussi de voir, lors du sourcing, quelles sont les capacités des fournisseurs à répondre à vos objectifs. Où ils en sont en termes de développement durable, est-ce qu'ils sont capables de faire de l'insertion sociale, et est-ce qu'ils ont une flotte peut-être de véhicules propres ou pas, ou est-ce qu'il faut qu'ils passent par un prestataire extérieur. Donc l'intérêt de les questionner sur votre politique d'achat notamment. Ensuite, une petite méthode qui... alors c'est comme Pareto en fait, elle est très simple, mais elle a le mérite de porter ses fruits très rapidement. Le CQQ, c'est occupé. Donc comment, qui, quoi, combien, où, quand, pourquoi. Si vous prenez un de vos besoins et vous vous posez l'intégralité de ces questions, eh bien vous avez déjà brossé pas mal d'éléments qui vous permettent de nourrir votre grille de sourcing et pour voir si vous n'avez rien oublié. Notamment le où, le quand, le pourquoi. Ça vous permet de bien définir aussi l'environnement, comment ce besoin est utilisé, à quelle destination. Alors je vous donne un exemple, moi j'achète notamment des gazons synthétiques, c'est un gros sujet en ce moment, pour refaire tous les terrains de foot de la ville, synthétiques parce qu'en herbe naturelle c'est pas possible. Donc le pourquoi, c'est pour les associations, pour les Parisiens, pour les scolaires, pour une durabilité qui est supérieure à 16 heures par jour. Où ça, c'est dans Paris, voire aux portes de Paris, c'est-à-dire Vincennes, Bobigny, sur certains terrains qui sont en dehors. Donc il faut définir le périmètre géographique. Quoi, c'est du terrain synthétique ou hybride. Problématique, trouver une solution aux petites billes noires qui sont à l'intérieur, ce qu'on appelle le stabiliser, parce qu'au niveau environnemental, c'est plutôt pas terrible. Les délais, on va voir les délais de fabrication, d'installation, les travaux nécessaires, etc. Donc ça, je vous invite à faire cet exercice. Je vous donnerai des cas pratiques pour travailler effectivement sur ce besoin en vue de la préparation de cette grille de sourcing. Donc les enjeux, eh bien, évidemment, c'est de bien définir ce besoin pour ajuster en fait l'offre des fournisseurs à votre demande. Valoriser et crédibiliser la fonction achat dans l'entreprise. La fonction achat est assez récente par rapport au privé et elle est parfois mal comprise. Donc si vous menez des actions qui portent leurs fruits rapidement, vous devez communiquer sur ces actions. Vous êtes prestataire de services internes. Un acheteur est au service des clients internes. Vous donnez des marchés clés en main. Ces marchés doivent s'exécuter correctement et vos interlocuteurs, vos prescripteurs doivent être satisfaits. Donc on travaille ensemble. On cherche ensemble de nouvelles sources d'approvisionnement et quand on a des fournisseurs notamment qui font dans le Pareto ces 20% de fournisseurs qui correspondent aux 80% des dépenses, et ces fournisseurs, on va travailler en mode partenarial et on va voir de quelle manière aussi on peut les aider à progresser pour que chacun puisse en tirer un parti de part et d'autre et des gains éventuellement. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Vous pourrez passer au film numéro 2 et je vous donnerai un cas pratique sur le site. Au revoir.